Bien, donc ce soir nous accueillons Anna Bédic qui donc, va nous parler d'extractivisme, un mot un peu rugueux, mais qui préfigure bien ici ce qu'est la technique, enfin les différentes techniques d'extraction des ressources terrestres. Donc nous l'accueillons finalement au cœur du permis de Locquenvel. J'en profite d'ailleurs pour remercier la municipalité de nous accueillir au cœur même de ce permis. Anna donc vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle donc Extractivisme, exploitation industrielle de la nature. Et elle nous expliquera donc les logiques qui sont liées à cette industrialisation, cette marchandisation de la nature, ses conséquences et les résistances qui s'organisent autour de la défense des territoires. Donc Anna a participé par les journalistes aussi, c'est ça, indépendante, il faut le dire. Dans des articles, dans le monde diplomatique, dans différentes revues, des participations à d'autres ouvrages également, et puis différentes organisations, ATTAC, le collectif, non pas ATTAC, bon. Donc, notamment quand même le collectif ALDEA. Donc ALDEA, c'est Alternative au développement extractiviste et anthropocentré. Et donc en première ligne également sur la lutte contre les gaz de schiste. Voilà. Donc, puisque tu viens des Alpes-Maritimes. C'est ça. Voilà. Avant, j'étais dans la région parisienne, c'est moi j'avais participé. Voilà. Donc on se connaît, en fait on se rencontre pour la première fois, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, puisqu'on vit depuis longtemps sur cette question des gaz de schiste. J'en profite d'ailleurs parce que peu le savent, qu'au large des côtes du Finistère, il y a un immense permis d'extraction d'hydrocarbures qui s'appelle le Marche du Finistère, qui fait plus de 10 000 km², qui a été attribué en 2010 d'ailleurs. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être cet été, puisque je fais une intervention dans le cadre du festival du Hardidoul, donc au mois d'août, sur ce sujet, donc des gaz de schiste. Voilà, donc je vais laisser parler Anna, et puis ensuite on organisera quelque chose autour de questions, des débats, conversation plutôt que débat. Merci Jacques, et merci beaucoup au collectif de Hardidoul d'avoir organisé cette soirée. Merci aussi à la municipalité de nous accueillir, évidemment. Je suis très contente d'être ici et d'apprendre ce qui a été dit à la conférence de presse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un refus massif d'accès de Variscan aux terres. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très positif pour le sud de la lutte. Et je vais peut-être vous parler des choses que vous savez déjà, on va voir. Mais l'idée, c'était, disons, d'inscrire ce qui se passe ici en Bretagne et plus généralement en France dans un contexte plus global, donc ce qu'on appelle l'extractivisme. Parce qu'effectivement, on vit depuis quelques années une situation qui, il y a encore quelques temps, on ne pensait pas vivre. En tout, il y a 18 départements en France métropolitaine, sans même parler de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, où c'est vraiment pas nouveau. Il y a 18 départements aujourd'hui qui sont concernés par les permis miniers, permis de recherche minière en cours, enfin, déjà accordés en cours d'instruction. Donc il y a 8 permis qui ont déjà été accordés depuis l'année 2013, dont 5 dans le massif armoricain. Donc ça, j'imagine que vous le savez très bien. Donc Merliac, Fiat, Lobunvel, Saint-Pierre et Beaulieu. Il y a aussi 8 autres demandes en cours d'instruction en ce moment. Au moins 8 autres demandes, parce que c'est assez difficile au fait de savoir, vous le savez aussi, c'est la procédure d'instruction fait que, en fait, quand le public est informé, ce n'est pas du tout au début, mais c'est déjà relativement tard par rapport
au moment où la demande est déposée. Et donc sur ces 8 autres demandes qu'on connaît, en tout cas, il y en a 2 autres dans le massif armoricain, donc c'est la demande de permis de Penland et de Houdière. Et évidemment, il y a aussi d'autres départements en France métropolitaine qui sont concernés par cette relance de la recherche minière. On peut citer la Sarthe et Mayenne, la Mayenne, la Creuse, l'Allier, le Puy-de-Dôme, l'Ariège, la Vendée, la Haute-Vienne et la Dordogne. Et à ça, évidemment, il faut ajouter aussi les 58 départements, dont 53 en France métropolitaine, qui sont concernés par l'exploration ou l'exploitation des hydrocarbures. Voilà, on revient au sujet, effectivement, au combat commun qu'on a mené avec Jacques sur le terrain de l'exploration, enfin de l'opposition à l'exploration des hydrocarbures de Rochemer, que ce soit le gaz de pétrole de schiste ou le gaz de couche. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore 5 ans, je revenais d'Amérique du Sud où j'ai passé, Amérique du Sud et le Mexique, où j'avais passé plus d'1 an à parcourir les territoires dévastés par les différents projets d'exploitation industrielle de la nature, alors pas seulement le projet minier, mais aussi évidemment d'exploitation d'hydrocarbures, mais aussi les projets agro-industriels, les projets de grands barrages, les projets de monoculture d'arbres, etc. Ces différents projets dans cette région avaient connu au cours de 15 dernières années une accélération absolument impressionnante, sans précédent. On sait que cette région était concernée par l'exploitation des ressources naturelles depuis fort longtemps. Là, c'était vraiment une accélération. C'est ce qu'on y appelait l'extractivisme, donc vraiment cette intensification de l'exploitation de la nature sous toutes ses formes, et qui est devenue aussi, au cours de ces 15 dernières années, une des premières causes de conflits sociaux, en prenant le pas sur les conflits liés au travail, sur les conflits liés au foncier, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Je voulais écrire un livre sur ce sujet, mais je me demandais en quoi est-ce que ça pouvait intéresser les gens ici en France, en quoi, disons, on pourrait se sentir concerné en dehors du constat que notre consommation, que nos modes de vie sont finalement aussi responsables d'une certaine façon de toutes ces destructions. Donc je me posais ces questions, puisque ici on pensait en avoir fini, alors pas avec toutes les formes d'exploitation de la nature évidemment, mais en tout cas avec l'exploitation des richesses du sous-sol. Voilà, le pétrole, il en restait très peu, il était un peu, enfin bon, ça on le savait même, on l'a su après, même moi j'avoue que je ne savais pas à l'époque, il est encore, enfin il est toujours exploité en France, notamment dans le bassin parisien, mais c'est vraiment des quantités minimes. Et on nous a dit depuis longtemps qu'en France on avait plutôt des idées, pas du pétrole, donc voilà. La dernière grande mine, celle de Salsigne, avait fermé en 2004. Donc il restait que des pollutions pour quelques centaines d'années, voire pour quelques millénaires. Pollution, donc on n'avait pas la connaissance en dehors des territoires concernés qui étaient vraiment passés sous silence. Donc voilà, le contexte c'était celui-ci. Et je me demandais comment est-ce que je pouvais amener ce sujet pour que les gens s'y intéressent. Et donc finalement, à la fin de l'année 2010, quand nous sommes revenus, parce qu'on était 2, en France, la réponse elle est venue toute seule, c'est-à-dire que fin 2010, on découvrait avec stupéfaction dans la presse, surtout dans la presse, on entendait, enfin on comptait cribler nos campagnes de puits de forage de gaz et pétrole de schiste. Donc là, on dit souvent que beaucoup d'élus locaux dans le sud ont appris en lisant les journaux que leur commune était concernée. En 2012, Montebourg disait que le redressement productif de la France allait passer par la relance de l'activité minière. Et donc, pour joindre l'acte à la parole, en 2013, alors qu'aucun permis n'avait été accordé depuis une trentaine d'années, donc il a accordé un premier permis de recherche minière, c'était en Sarthe-Mayenne, le permis de Peigny, près de l'ancienne mine de Rouen-Champagne. Et donc, quelques mois plus tard, il y avait un deuxième permis en Creuse, et puis tous les autres. Et donc là aussi, ce qu'on a vu, c'est des mouvements d'opposition, des mouvements de résistance locale très forts. Alors pour les hydrocarbures de schiste, on a vu que assez rapidement, ce mouvement a abouti à l'adoption d'une loi qui interdit jusqu'à aujourd'hui la fracturation hydraulique, donc qui est la seule technique actuellement rentable pour exploiter ces hydrocarbures. Donc c'est pas pour autant que l'histoire est terminée, on pourra y revenir, c'est loin d'être le cas, mais en tout cas c'était déjà une première victoire.
Et donc aussi pour ce qui est des projets miniers, bon là je pense que vous êtes mieux placé que moi encore pour le savoir, un peu partout il y avait des permis accordés, mais c'est des mouvements d'opposition, des collectifs, des associations. Ces collectifs commencent à tisser les liens depuis au moins 2 ans, commencent à tisser des liens entre eux, se rencontrent, etc. Et donc finalement, ce qui apparaissait, c'est ce que j'ai connu en Amérique du Sud, qu'on peut connaître dans d'autres pays du monde. On pense évidemment à l'Afrique aussi, mais on verra que c'est beaucoup plus large encore. Finalement, nous concernait aussi directement, qu'il s'agissait d'un phénomène bel et bien global, qui n'était pas, disons, réduit, qui ne pouvait pas se relier à un pays ou une région particulièrement en proie aux industries extractives comme peut l'être l'Amérique du Sud ou l'Afrique, etc., à une matière particulièrement recherchée comme peut l'être le pétrole, à une technique décriée comme peut l'être la fracturation hydraulique, mais que c'était bel et bien quelque chose qui s'intensifiait partout sur Terre, qui menaçait de plus en plus de territoires. Donc voilà, j'ai écrit un livre sur ce sujet en cherchant à analyser le contexte de cette accélération, ses raisons, ses moteurs, ses discours de légitimation aussi, parce que c'est intéressant pour les mouvements, je pense, de s'y pencher, et évidemment les résistances qui ont été vraiment le point de départ de mon intérêt pour ce sujet. Livre que j'ai intitulé Extractivisme, donc effectivement c'est un mot un peu rugueux, mais il m'a paru important, enfin, c'est intéressant en tout cas d'aborder le sujet par cet angle, et c'est parce que ce néologisme qu'on entend beaucoup en Amérique du Sud et aussi de plus en plus ici, présente pour moi un intérêt à double titre, c'est-à-dire que d'un côté il donne un nom commun à une logique globale qui se retrouve finalement derrière chaque projet qu'on combat concrètement sur le terrain. Et aussi, deuxième chose, peut-être, je ne sais pas si c'est plus important, mais c'est important aussi, il permet de mettre le focus sur l'étape de l'extraction, sur l'importance de l'étape de l'extraction dans le processus de production industrielle. Et donc avec toutes les questions qui en découlent et qui peuvent nous mener assez loin en termes de remise en cause des modèles actuels, des modèles dominants. Donc voilà, c'est un petit peu de tout ça que je voulais vous parler ici. Si je suis trop longue, vous m'arrêtez. Plein de pages. Donc, évidemment, je vais pas résumer les 350 pages du livre en une note. Je pense que c'est simplement possible, mais j'aimerais donner quelques points de repère en précisant d'emblée que l'enquête que j'ai menée donc, sur ce sujet qui m'a pris un certain nombre de temps ne s'est jamais voulu neutre et impartial. Il y avait dès le départ un parti pris, donc le parti pris de tous ces mouvements que j'ai pu connaître et d'autres dont j'ai entendu parler, que je connais moins bien de près, tous ces mouvements qui dénoncent et qui combattent ces différents projets d'exploitation de la nature, qu'ils dénoncent comme imposés et comme destructeurs non seulement de l'environnement, de la santé, etc., mais ce qui paraît, disons, logique et pensé, mais aussi des modes de vie, des activités locales, des cultures et de tout ce qui peut exister sur un territoire comme projet collectif à construire ou déjà existant. Donc, ce qu'on peut constater, c'est déjà si le nombre de ces mouvements grandit partout, c'est, comme je viens de le dire déjà, c'est parce que ces menaces concernent de plus en plus de personnes, pèsent sur des territoires de plus en plus nombreux. Et c'est ce qu'on appelle l'extension, enfin en tout cas en Amérique latine, et j'en parle aussi, c'est ce qu'on peut appeler l'extension des frontières extractives. Donc, c'est-à-dire qu'on repousse sans cesse les limites pour accéder aux ressources de moins en moins abondantes. Ces frontières elles sont d'abord techniques, technologiques, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, accroître sans cesse la taille des exploitations, ce qui démultiplie toujours les impacts qui vont avec. Donc, pour donner quelques exemples, au Pérou, le projet d'extraction de cuivre et d'or qui s'appelle Minas Ponga, peut-être que vous avez entendu parler de ce projet puisqu'il était pas mal médiatisé. Eh bien, ce projet donc, prévoit de faire disparaître 4 lacs de haute montagne et pendant 17 ans, on amoncellera dans une zone de recherche hydrique qui alimente en toute une région plus de 90 000 tonnes par an de résidus chargés de métaux lourds, etc.
On peut aussi penser sur un autre continent à l'exploitation des sables bitumineux, donc c'est dans l'Alberta au Canada. Donc là, c'est 600 km² de tourbières, de forêts, de terres de peuples autochtones qui a été transformée en carrière, en bassin de décantation, en usine à ciel ouvert. Donc, un autre exemple. Ou plus proche de nous, la mine de lignite, donc c'est une forme de charbon en Allemagne, donc Garzweiler, Rhénanie-Nord-Westphalie, qui fait déjà la taille de la ville de Lyon. On imagine un petit peu le trou que c'est, et qui, pour s'agrandir, va engloutir 12 villages. Ça, c'est un premier point, mais aussi en parallèle, pour accéder aux ressources de moins en moins abondantes et de moins bonne qualité, on va utiliser des technologies à chaque fois plus intrusives et plus polluantes. Donc on peut évidemment penser à la fracturation hydraulique, cette technique qui est utilisée pour extraire des micro-concentrations d'hydrocarbures, gaz de pétrole, qui sont piégés dans une roche imperméable, donc la roche-mère, que ce soit le schiste ou le charbon. Donc, pour le charbon, on parle de gaz de couche. C'est d'ailleurs les projets qui avancent le plus vite aujourd'hui en France. Évidemment aussi, on pense à l'industrie minière, à l'usage accru de substances toxiques, que ce soit le cyanure pour l'or, l'acide sulfurique pour le cuivre ou pour le tungstène, par exemple, qui donc sont utilisés en quantité toujours plus grande pour extraire des métaux de faible concentration, ce qui va de pair aussi avec les générations d'immenses quantités de déchets. On sait aujourd'hui que par exemple pour exploiter certaines mines d'or sont exploitées même si la teneur en or est de 2 grammes par tonne de minerai, donc on imagine ce que ça représente en termes de déchets. Et aussi, si on regarde un petit peu, si on adopte une vue un peu plus large, on peut parler du fait d'exploiter les terres qui sont sur le point de devenir stériles pour continuer à faire produire lesquelles on va utiliser de plus en plus de produits chimiques, ou d'engrais ou de produits toxiques fabriqués à partir d'hydrocarbures et de minéraux, donc pétrole pour les engrais de synthèse au phosphate et potasse pour les engrais minéraux par exemple. Et en parallèle, donc, on repousse toujours plus loin les frontières géographiques, c'est-à-dire qu'on fore toujours plus profond, plus loin dans la mer par exemple. On peut... Bon, j'ai peut-être arrêté avec tous ces exemples, mais c'était pour donner un petit peu l'étendue de ce que ça peut être. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Gold. Donc, c'est un projet qui est présenté comme un projet scientifique, mais donc il est aussi question, en fait, dans le cadre de ce projet, d'aller chercher du pétrole à 11 km de profondeur dans le golfe du Lion. Donc voilà, on peut aussi évidemment penser à offshore profond, ce que vient de dire Jacques. On va chercher ces ressources sur les territoires difficiles d'accès ou toutefois protégés par leur géographie. Là, on peut penser, bon, ça c'est pas le cas parce que ça fait depuis maintenant très longtemps que cette zone est exploitée, mais on peut penser à l'Amazonie, donc qui bénéficie encore de cette image d'une forêt impénétrable, voire vierge et tout. Il faut savoir qu'entre 90 et 2010, l'Amazonie, enfin la forêt, la superficie de la forêt, s'est vue amputée d'un territoire aussi grand que la superficie du Royaume-Uni. Aujourd'hui, 15% des sous-sols amazoniens sont concédés à des entreprises d'exploration et exploitation pétrolière, 20% à des entreprises minières. Donc, on est en train de grignoter un petit peu tout ce qui reste de l'espace naturel. Cette exploitation, ces frontières avancent aussi sur les territoires qui étaient encore jusqu'à il y a peu considérés comme intouchables dans l'imaginaire collectif, alors des zones relativement riches ou des zones touristiques. Là, pour la petite histoire, on a même voulu installer un château d'eau destiné à alimenter les puits de forage de gaz de schiste aux portes du ranch texan du patron d'ExxonMobil. Donc c'est le premier groupe pétrolier privé du monde. Alors évidemment, le monsieur a protesté, ça ne lui plaisait pas trop comme idée, donc ce qui a permis aux opposants états-uniens au gaz de schiste de monter une campagne de solidarité pour dire bah, tu ne veux pas de ces projets chez toi, alors aide-nous à mettre fin à tous ces projets ailleurs aussi. Et enfin,
Donc ça, c'est ce qui nous concerne plus directement. On va aussi à la recherche de ces ressources, se tourner vers des territoires qui ont déjà été exploités par le passé, dont on pensait qu'il ne restait plus rien, en tout cas plus rien d'économiquement intéressant à offrir à ces industries. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a vu, pendant la dernière décennie, le renouveau des industries extractives en Europe, et notamment en France, et ici aussi. Il faut peut-être rajouter que, par exemple, le réchauffement climatique, avec la fonte des glaces en Arctique, les compagnies extractives considèrent qu'effectivement c'est une opportunité pour elles d'aller toucher à ces sanctuaires écologiques. Oui, bah, je profite alors pour... Oui, vas-y. Voilà. Oui, moi je pense que peut-être insister aussi sur le fait, alors l'extractivisme, tu l'as dit, ça touche la déforestation, ça touche tous les grands projets, ce qu'on appelle les grands projets inutiles imposés, en Amérique du Sud, effectivement, mais pas seulement au Vietnam, en Chine, etc. Donc ces immenses barrages, et puisque je parle de réchauffement climatique, je voudrais dire que des études scientifiques ont été faites sur le fait que au bout de quelques années, ces barrages deviennent de gros émetteurs de gaz de méthane. Et le méthane, il faut savoir que le méthane est un puissant gaz à effet de serre, beaucoup plus puissant que le CO2, puisque sur 20 ans, il est 62 fois plus puissant que le CO2, et 20 ans, et 20 fois plus sur 100 ans, où on considère que la molécule s'est dégradée, ensuite dans l'atmosphère. Donc, voilà. Alors, par ailleurs, toutes ces industries extractives sont également extrêmement énergivores. On ne peut pas aller forer à 11 km à des profondeurs qui sont atteintes aujourd'hui sans le pétrole. Donc on est vraiment dans un système complètement schizophrénique. D'un côté, on organise des grands-messes en nous disant voilà, il faut absolument réduire nos émissions de CO2, mais d'ailleurs souvent on nommait le méthane, parce que bon, sur les hydrocarbures non conventionnels, le grand problème, c'est effectivement les fuites de méthane à tous les étages, du départ du forage jusque dans la cuisine de chacun d'entre nous, quoi, hein, le transport, etc. Donc tout ça, ça a été parfaitement étudié également. Donc voilà, donc les pays, les responsables de tous les pays se réunissent en disant bon, stop, il faut qu'on arrête un petit peu, parce que là, franchement, il faudrait qu'on reste en dessous des 2 degrés prévus par le GIEC, etc. Alors, mais en réalité, pour qui suit un petit peu l'actualité de toutes ces compagnies extractives, pétrolières, minières ou autres, il ne se passe pas une semaine dans le monde, puisque, comme Anna l'a dit, c'est un système qui est complètement mondialisé, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait une catastrophe écologique, humaine, sanitaire. Et la plupart, j'ai écrit un article il y a quelques temps, au début du mois de mars, industrie minière, prospérité ou désolation. Et j'avais sous-titré « De Potosí à l'Arctique », justement, pour refaire un lien, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de Potosí. Ça se trouve actuellement au sud de la Bolivie. À cette époque, ça date de 1545, c'est pas d'aujourd'hui l'extractivisme. Mais aujourd'hui, vraiment, et comme tu l'as signalé, ça a pris une dimension vraiment planétaire, quoi. Donc, et la plupart du temps, c'est vraiment ces industries sont vraiment synonymes de violation des droits humains.
des violations des droits fondamentaux humains, des violations des droits de la terre, de corruption, de conflits, d'expropriation, de déplacement de population, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment je pense, et il ne peut pas, parce qu'on a parlé de mines responsables, de mines propres, etc., il ne peut pas y avoir d'activité minière propre. Alors, ouais, je ne vais pas faire le contraire. Bon, tu as raison tout à fait d'insister. Ouais. Antoine disait que peut-être d'éloigner le micro. Ah, ça sature Oui, comme ça, c'est mieux? Non, pour moi ça va? Ça va ou pas? Ouais. Non, je voulais juste ajouter que tu as tout à fait raison d'insister, de souligner le cas des barrages hydroélectriques dont on pense qu'ils produisent de l'énergie propre, les grands barrages hydroélectriques. Et qui effectivement émettrice de gaz à effet de serre. Donc le méthane est émis par la décomposition de la matière organique, c'est-à-dire qu'on inonde d'immenses superficies de forêt ou de terres agricoles avec des plantes. Et donc c'est émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est aussi quelque chose de souvent très tragique pour les populations locales, qui fait de gros déplacements de population. On peut citer le cas du barrage de Belo Monte au Brésil, qui est peut-être l'exemple emblématique de ces dernières années, où il y a plus de 20 000 personnes qui doivent être déplacées. Donc on va sachant que ça se situe en Amazonie, donc toujours je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur comment on est en train de grignoter l'Amazonie et il en reste de moins en moins d'espaces protégés. En tout, en Amazonie, il y a 417 centrales hydroélectriques planifiées en projet, donc voilà. C'est Belo Monte, ce n'est qu'une parmi ces centrales. Et oui, le résultat, c'est qu'il reste de moins en moins d'espace sur Terre en général pour vivre sans être affecté par ces différentes conséquences. Et voilà. Donc pourquoi cette accélération? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'avancée de cette frontière? Quelles en sont les causes? Donc la première cause la plus évidente, c'est évidemment le fait que les ressources naturelles se raréfient. Donc je pense que tout le monde a déjà entendu les prévisions sur la fin du pétrole dans un certain nombre de métaux, sachant qu'on avance toujours la date un petit peu plus loin. Donc je pourrais revenir précisément pourquoi est-ce qu'on avance la date toujours un peu plus loin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même les ressources les dites ressources renouvelables, les sols, l'eau, les forêts, la faune et la flore, sont aujourd'hui exploitées à une vitesse telle que certaines ne se renouvellent plus, en tout cas ne peuvent plus continuer à être utilisées de façon comme on les utilise. Donc on estime par exemple que au moins 40% des terres arables sont aujourd'hui fortement dégradées et 10% ont été rendues inutilisables pour l'agriculture. L'eau douce de bonne qualité se raréfie, la biodiversité est en chute libre, etc. Et même, là ça concerne un petit peu aussi ce qui se passe ici, même du côté des substances minérales les plus abondantes, comme par exemple les matériaux de construction ou le sable, il y a des pénuries locales de plus en plus fréquentes qui font qu'on a besoin d'aller chercher les ressources de plus en plus loin, qu'on agrandit aussi la taille des exploitations, qu'on ne regarde pas, on se préoccupe moins des impacts que ça peut avoir, etc. etc. Donc c'est la même logique. Ensuite, si on regarde l'accélération plus récente, là il y a un facteur conjoncturel, c'est la hausse des prix des matières premières durant les années 2000 jusqu'à 2012-2013. Aujourd'hui, parce que les financiers ont appelé le super cycle, c'est-à-dire que les prix de toutes les matières premières, que ce soit les hydrocarbures, les métaux, les principaux métaux ou les produits agricoles se sont envolés. Donc ce super cycle qui est en train de s'inverser, qui s'est inversé en 2013. Ça ne veut pas dire que tous les prix ont baissé en bloc. Enfin, le pétrole, on le sait. Les métaux, par exemple, sont encore suffisamment hauts pour qu'on continue les projets lancés. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse après qui me semble importante, c'est-à-dire que cette hausse de prix a favorisé ce qu'on peut appeler une véritable fièvre de projets extractifs un peu partout. Donc c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui.
Et ces projets extractifs ont permis finalement d'ajourner un certain nombre de pénuries, donc faire avancer cette date de la fin d'un certain nombre de ressources qu'on éloigne toujours un petit peu. C'est-à-dire qu'en exploitant de plus en plus, on a accru l'offre disponible sur le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a accru aussi les réserves. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une notion géologique, que ça ne bouge pas. Or, les réserves, jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire il y a évidemment une limite géologique, mais jusqu'à une certaine limite, les réserves sont aussi influencées par la rentabilité. C'est-à-dire que les réserves d'une matière de pétrole, de gaz, de zinc, de cuivre, ou de ce que vous voulez, vont s'accroître à mesure que les prix montent et qui rendent rentables les technologies plus chères. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu récemment, où les prix finalement ont baissé, alors qu'on annonçait la fin de plein de ressources. Donc évidemment, ce n'est pas le seul facteur de la baisse de prix qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est important de le comprendre, je pense. Ensuite, on pourrait dire, donc si les prix baissent, finalement, tous ces projets vont ralentir et donc on va gagner du temps. Ce n'est pas sûr du tout, parce qu'il y a aussi des facteurs structurels de cette accélération. Donc la demande croissante des matières premières et d'énergie, de toutes sortes de matières premières plutôt et d'énergie. Cette demande qui, pendant les 15 dernières années, a été boostée par la croissance d'un certain nombre de pays émergents, notamment la Chine. Donc là aussi, on dira la Chine ralentit. Donc finalement, on va avoir un petit sursis. Même si la croissance chinoise ralentit, elle reste encore extrêmement forte. Puis la Chine n'est pas seule, il y a aussi l'Inde qui fait le même chemin, il y a d'autres pays émergents du Sud, et puis de façon générale, pays émergents ou pas, l'économie mondiale est structurellement dépendante des matières premières et d'énergie, donc là, ce facteur-là, il ne change pas. De fait, toutes les productions industrielles reposent sur les matières premières et l'énergie, même celles qui peuvent nous paraître complètement immatérielles. Bon, ça, je pense que vous le savez, mais je vais quand même insister un peu dessus. C'est par exemple un courrier électronique qui donc arrive à l'autre bout du monde dans l'espace de quelques secondes. Si on le compare à des choses aussi archaïques comme un pigeon voyageur ou un postier à pied ou à cheval, et bien la différence c'est que le courrier électronique, elle ne peut pas faire ce voyage sans infrastructure et sans machines complexes. Impossible à édifier sans matières premières, sans énergie de toutes sortes, notamment sans métaux. Et ce qu'il faut, effectivement, les métaux sont partout. Aujourd'hui, c'est assez incroyable si on commence à regarder à peu près tout ce qui nous entoure, on verra qu'il y a des micro-concentrations de métaux dans tout un tas d'objets, jusqu'aux chaussettes, chocolat, dentifrice, déodorants, enfin vous savez. Et évidemment tous les objets technologiques, comme les ordinateurs, téléphones portables, intelligents évidemment, qu'on nous pousse à renouveler de plus en plus vite. Donc finalement ce n'est pas seulement, disons, le secteur de la... Alain, est-ce que tu peux revenir sur tous les produits que tu as cités là, parce que c'est pas évident pour tout le monde de savoir que dans nos chaussettes il y a des métaux. C'est impossible. Désolé. En fait, je pensais en parler plus tard, mais ça m'est venu maintenant. C'est ce qu'on appelle l'usage dispersif, c'est-à-dire qu'on incorpore des nanoparticules, des toutes petites particules de métaux dans tout un tas de produits. Donc là, je ne veux pas citer tous les métaux possibles et tous les produits possibles, mais par exemple, il y a des... je ne sais plus comment s'appelle la marque, je l'avais en tête, mais j'ai oublié. Il y a, en France, en tout cas, on peut en acheter des chaussettes anti-transpirantes aux extraits d'argent. On ajoute aussi du nitrate d'argent dans des fleurs coupées pour qu'elles durent plus longtemps, pour qu'elles fassent moins vite. Il y a du zinc dans le dentifrice. Tout le monde connaît pour le coup l'exemple, je pense, de l'aluminium dans les déodorants. Mais il y a aussi des métaux dans des pigments, dans du rouge à lèvres, dans tout l'alimentation. Oui, dans l'alimentation, ouais. Dans le chocolat, ouais, par exemple. Mais pas seulement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les usages dispersifs. Ça, on pourrait dire effectivement c'est de toutes petites particules, mais ce qu'il faut noter, c'est que cet usage
fait que ces quantités de métaux qu'on incorpore aux produits de consommation courante est définitivement perdue. C'est-à-dire que c'est impossible de les recycler. C'est absolument impossible d'aller gratter une tablette de chocolat, surtout qu'elle a été mangée. Et il y a aussi, enfin, un des autres usages dispersifs importants, c'est les alliages. C'est-à-dire qu'on mélange de plus en plus de métaux différents dans des alliages qui sont aussi souvent, la plupart du temps, non recyclables. Donc voilà, finalement, on est, avec ces quelques exemples, on est assez loin du cliché qu'on nous sort, disons, en face, c'est-à-dire que la nature n'a pas doté l'homme de griffes dedans, de griffes dedans si, mais de griffes pas très acérées, des dents pas très aiguisées, et pas de poils sur tout le corps pour pouvoir se loger, se nourrir et se chauffer, enfin d'avoir chaud en tout cas, mais plutôt dans le cerveau qui lui a permis de fabriquer des outils, d'aller puiser dans la nature tout ce qui lui est indispensable. Donc c'est pas besoin d'être un spécialiste du sujet pour voir qu'on est allé beaucoup plus loin en termes de besoins, même si dans ces domaines, se loger, se nourrir, se chauffer, on a peu aussi notre appétit. Il y a certains chiffres qui sont éloquents et qui permettent par ailleurs de montrer qu'on ne peut pas non plus expliquer la croissance de notre consommation de la nature par le seul facteur démographique, c'est-à-dire par la croissance de la population, même si ce facteur joue évidemment. Sur la période de 1900-2005, la population a quadruplé, donc a été multipliée par 4. Le volume de l'extraction des matériaux de construction a été multiplié par 34. On voit une différence. Donc le volume de l'extraction des minerais métalliques industriels par 27, des combustibles fossiles par 12, et alors que le volume de l'extraction de la biomasse, c'est-à-dire la ressource qui était traditionnellement utilisée justement pour couvrir ses besoins de base, a connu une croissance légèrement moins importante que celle de la population, c'est-à-dire 3,6. Donc c'est ce qu'on appelle, on pourra y revenir, le développement économique. Puisque je suis dans les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns, quelques chiffres de plus. Nos industries consomment plus de 70 milliards de tonnes de ressources diverses par an. Je sais pas, peut-être que les chiffres ne parlent pas forcément, mais il faut savoir que ces 70 milliards de tonnes de ressources par an, ce chiffre ne tient pas compte de tout ce qui est extraction inutilisée. C'est-à-dire que c'est uniquement l'extraction qui sert à créer de la valeur économique, c'est-à-dire qui rentre dans le processus de production. À côté, il reste énormément de matière qui a été perturbée, remuée, qui reste comme ça dans l'environnement inutilisé. Donc, on a donné l'exemple de 2 grammes d'or par tonne de minerai, il y a d'autres exemples possibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette extraction a augmenté de presque 80% rien qu'entre 1980 et 2008. Donc il y a une claire accélération, il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, la multiplication des projets nous le prouve. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que non seulement nous consommons de plus en plus de ressources tout court, mais aussi de plus en plus de ressources différentes, c'est-à-dire, par exemple, au niveau des métaux, c'est très clair. La consommation des métaux a doublé au cours des 25 dernières années, et de l'utilisation d'une vingtaine de grands métaux il y a 30 ans, nous sommes passés à 60 aujourd'hui. Donc c'est d'ailleurs, faire une petite parenthèse dessus, c'est une des raisons, par exemple, du renouveau de l'exploration minière en France, c'est tous ces petits métaux qui autrefois n'étaient pas les petits métaux associés aux grands métaux, les petits métaux comme antimoine, niobium, tantal, lithium, molybdène, cadmium, germanium, beryllium, qu'on trouve par exemple dans les permis de recherche minière accordés en France, qui autrefois n'étaient pas extraits, en tout cas dans les mines où on exploitait le cuivre, l'or, le zinc, etc., alors qu'ils sont souvent associés à ces grands métaux, n'étaient pas exploités parce que la taille du marché était trop petite et parce que c'était pas rentable. Et aujourd'hui, ils redeviennent intéressants et ils redeviennent stratégiques parce que très prisés par un certain nombre d'industries, notamment l'industrie électronique. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu là-dessus, non ? Juste les terres rares, plus.
Ouais, elle est dans le permis de Le Cornell et les autres, on parle effectivement des métaux connexes. Donc, j'avais dit tout à l'heure que cette extension des frontières, cette frontière touche aujourd'hui vraiment tous les pays du monde sans exception. Bien sûr, il y en a pour qui ce phénomène n'est absolument pas nouveau et il y a des régions entières où cette exploitation ne s'est jamais arrêtée, enfin, cette offensive, on va dire. D'ailleurs, pas étonnant que la critique de l'extractivisme, même ce terme en soi, est né en Amérique du Sud. Bon, en Amérique latine, je sais que tu n'aimes pas qu'on l'appelle comme ça, mais pour englober le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, je veux dire Amérique latine, après on pourra revenir pourquoi c'est pas bon. Et donc, il n'est pas étonnant que cette critique est née là-bas et qu'elle les renvoie non seulement, disons, à tout le caractère destructeur, toutes les destructions complexes des projets d'exploitation, mais aussi au pillage de ces ressources qui ne profitent pas aux pays qui se portent le coup de leur exploitation. On sait que les métaux précieux, les terres fertiles de l'Amérique latine ont fourni une contribution importante que certains auteurs jugent même décisive au décollage du capitalisme en Europe. Certains vont même établir, disons, l'acte de naissance de l'extractivisme, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la découverte, entre guillemets, et au pillage des Amériques par les colonisateurs ibériques, donc ça, l'histoire de Potosí, etc., avec 9 millions d'Indiens morts dans les mines. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis ce temps, l'exploitation et l'exportation des ressources naturelles est toujours le seul rôle que le marché global reconnaît à ces régions, à cette région et à d'autres régions. Et donc, d'ailleurs, en Amérique latine, la définition la plus couramment utilisée de ce terme, donc extractivisme, qui est la définition proposée par un Uruguayen qui s'appelle Eduardo Godinez, qui est directeur du Centre de l'écologie sociale à Montevideo. Et sa définition, c'est selon lui, l'extractivisme est l'extraction massive ou intense des ressources naturelles, essentiellement destinées à l'export, sous forme de matières premières non transformées ou ayant connu une transformation minimum. Donc c'est une définition qui renvoie à la critique de l'échange inégal, c'est-à-dire le fait que les économies dites périphériques, donc pour faire simple des pays du Sud, sont obligés dans le cadre de la division internationale instaurée par les économies centrales, c'est-à-dire les pays du Nord, à exporter leurs ressources naturelles et à fournir leur force de travail à bas coût pour un échange, au fait, importer des produits manufacturés, fabriqués grâce à ces ressources qui leur sont revendus à des prix supérieurs. Donc ça, c'est cette vision, disons, continue à avoir toutes ces raisons d'être. Évidemment aujourd'hui, hormis l'Amérique latine, on pense évidemment à l'Afrique, à la fois le continent le plus pauvre de la planète en termes monétaires et le plus dépendant de ces exportations de la nature. Un seul produit dans certains pays, par exemple le noix de cajou pour la Guinée-Bissau ou le pétrole en Algérie, peut représenter plus de 98% de la valeur totale des exportations. Donc on peut voir un petit peu le degré de la dépendance. Mais toutefois, donc, cette vision et aussi la polarisation, disons, nord-sud qui en découle, aujourd'hui, dans le contexte actuel, n'embrasse qu'une partie du problème, parce que d'un côté, je l'ai dit tout à l'heure, certaines puissances émergentes du Sud, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, et évidemment plus forte raison encore la Chine, sont devenues elles aussi motrices de cette avancée de frontières, hein, alors que ça soit parce que leur demande est croissante ou parce qu'il y a aussi de très importantes entreprises extractives originaires de ces pays qui sont à l'origine d'un grand nombre de projets. Mais aussi, donc, on a vu, finalement, cette relance de projets extractifs nous concerne aussi, donc nous, pays occidentaux, pays centraux, si on reprend notre compte la vision centre-périphérie. Et donc ici aussi, les gouvernements se trouvent à favoriser la relance de ces projets. Je pense que, donner un exemple, en 2008, la Commission européenne a sorti une communication stratégique
donc qu'elle a appelé Initiative Matières Premières, qui est un document censé définir la politique de l'Union en matière d'approvisionnement en métaux stratégiques, en ressources stratégiques, mais surtout en métaux. Donc cette stratégie a 3 piliers. Le troisième, c'est le recyclage, on pourra y revenir un peu plus tard. Le premier pilier, c'est la diplomatie des matières premières, c'est dit comme ça texto, donc c'est vraiment, on assume complètement le côté néocolonialiste, donc qui consiste à assurer aux entreprises européennes l'accès aux ressources stratégiques dans les pays tiers. Et le deuxième pilier, c'est le fait de favoriser le potentiel local d'extraction. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit au fait ce qui se passe. Enfin, en tout cas, la volonté de Montebourg de relancer l'industrie minière en France avant qu'il fasse ses annonces sur le fait que le redressement allait passer par l'industrie minière. Il avait déjà créé le comité de métaux stratégiques qui s'inscrivait complètement dans ce cadre. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que les politiques néocolonialistes se combinent parfaitement avec cette relance sur notre territoire. Donc, finalement, que ce soit au sud aussi, les campagnes sont soumises à se sacrifier au profit de l'industrie, des métropoles, etc. Pardon. Et aussi, peut-être un petit détail qui peut paraître surprenant, c'est-à-dire que si on regarde les classements des plus gros extracteurs de la planète, en général une base de données qui est très intéressante qui s'appelle Global Material Flows, c'est la base de données des flux de matière, donc alimentée par l'Institut pour une Europe soutenable qui se trouve à Vienne. Et donc selon cette base de données, ce qu'on voit, c'est que l'Europe extrait en termes physiques, c'est-à-dire pas seulement en termes de ressources valorisées ou parce qu'elle transite par une place boursière qui se situe. C'est vraiment en termes physiques. L'Europe extrait plus de ressources que l'Afrique et l'Amérique du Nord aussi. Enfin, l'Amérique du Nord extrait plus de ressources que l'Afrique. Et si on regarde pays par pays, on trouve par exemple les États-Unis en deuxième position en termes d'extraction globale. On sait que les États-Unis sont devenus, grâce notamment à l'exploitation des hydrocarbures de schiste, le premier producteur mondial de pétrole. Ce qui est, voilà, il y a d'autres pays aussi qui se trouvent en tête de ce palmarès, comme Australie, Allemagne et Canada, qui sont des pays extracteurs. Les contextes sont très différents, c'est-à-dire que voilà, dans beaucoup de ces pays, on n'extrait pas pour exporter, mais on vise d'abord à satisfaire la demande nationale. C'était le cas, par exemple, pour le gaz de schiste états-unien, qui était extrait d'abord, qui était d'abord destiné au marché national, mais finalement sur place, ça ne change pas grand-chose pour les habitants des territoires qu'on va ravager pour extraire ces ressources. Et donc là, je voulais vous parler d'une autre définition, toujours latino-américaine, qui permet de toucher deux autres points. C'est la définition proposée par Maristela Svampa, donc c'est une sociologue argentine, très proche des mouvements socio-environnementaux, notamment des assemblées socio-environnementales, qui est une sorte d'intercollectif, disons, argentin entre différentes luttes contre les projets miniers, pétroliers, de plantation de soja transgénique, etc. Et donc, elle définit l'extractivisme comme un mode d'accumulation et un modèle de développement fondé sur la surexploitation de ressources naturelles et sur le déplacement des frontières des territoires, jusqu'alors considérés comme improductifs. Donc là, nous avons deux choses dans cette définition. C'est d'abord cette idée de surexploitation qui renvoie au fait que cette exploitation des ressources n'est pas soutenable, au fait que les ressources s'épuisent. Donc ça, c'est effectivement un fait, que nous sommes en train de vider la planète, en tout cas que notre développement et notre croissance sont en train de vider la planète, au sens propre du terme. Mais ce qui me semble important à souligner, c'est que ce n'est peut-être pas le plus grave. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à condition d'y mettre le prix et les moyens techniques, il en reste encore suffisamment. En tout cas, suffisamment pour qu'on dégrade complètement nos conditions de vie. Puisque justement pour accéder à ces dernières miettes de métaux, à ces dernières gouttelettes d'hydrocarbures, on est prêt à aller de plus en plus loin. Et finalement, la question quelque part qu'on devrait se poser, ce n'est pas tellement de savoir s'il reste
vraiment de ressources disponibles, mais plutôt de savoir quels seront les coûts sociaux et environnementaux si cette extraction se poursuit. Et donc là, je vais essayer de corriger parce que sinon on va tous. Et donc là, on vient à la deuxième idée qui est toujours dans cette définition, c'est-à-dire le déplacement des frontières des territoires jusqu'alors considérés comme productifs. Donc là aussi, on peut dire que ça n'embrasse pas toute la réalité, le problème dans sa globalité, parce que justement, cette avancée touche aussi les territoires qui ont déjà été productifs et qui ensuite avaient été abandonnés, où on revient comme ce qui se passe en France. Mais n'empêche que ça reste intéressant, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est cette idée d'improductif. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur les cartes de concession d'exploitation?